Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. La Fédération autonome de l'enseignement a pris l'argent de ses membres pour aller contester devant la Cour suprême la méchante loi 21. Nous allons parler avec Patrick Taillon, professeur et co-directeur du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel de la Faculté de droit de l'Université Laval. Patrick Taillon, bonjour. Bonjour. Alors là, c'est assez spécial parce qu'on dit que c'est pas tellement la loi 21. Finalement, c'est qu'on veut mieux encadrer la fameuse clause non-obstant, la clause dérogatoire, parce qu'un populiste pourrait prendre le pouvoir à un moment donné au Québec et utiliser la clause dérogatoire pour, par exemple, dire, ben nous autres, on va interdire l'avortement au Québec, par exemple, se retirer des lois qui gèrent l'ensemble du pays. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cet argument-là? La FAE, comme syndicat, a le droit d'ester en justice, a le droit d'introduire des recours, puis ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne doit pas être remis en question. Mais évidemment, les membres de la FAE, puis le public en général, est en droit de se poser des questions sur l'opportunité politique de la manière dont la FAE exerce son droit d'ester en justice. Donc, ils ont pleinement le droit de contester tout ce qu'ils veulent devant les tribunaux, mais est-ce opportun de le faire? Est-ce que ça a été appuyé par un mandat clair? Oui, il y a plusieurs années, à propos d'un autre projet de loi, pas exactement celui qui est contesté aujourd'hui. Ils disent qu'ils avaient à l'époque du projet de charte des valeurs là, de Bernard Drinville et du gouvernement Marois obtenu une prise de position. Or, c'est drôle, dans le projet de loi de charte des valeurs de Bernard Drinville, il n'y avait pas d'utilisation de la disposition de dérogation. Donc, le gouvernement Marois voulait pas utiliser cet outil-là qui est dans la Constitution de 82. Et là, le cœur de la contestation aujourd'hui menée par la FAE, c'est d'aller sur ce terrain-là qui n'avait pas son équivalent là, à l'époque. Fait que, bref, ils sont libres de contester. Ils peuvent le faire avec les arguments de leur choix. Mais c'est sûr que si la posture consiste à dire « nous sommes un syndicat qui représente nos membres », et dans nos membres, il y a des enseignants qui veulent porter des signes religieux, bien là, on peut comprendre que le rôle est plus pertinent que s'il s'agit de dire, nous, on veut faire une attaque contre tous les gouvernements et leur capacité. C'est le pouvoir que détient les parlements que l'on veut contester parce qu'on trouve qu'ils ont trop de pouvoir sur le terrain de la dérogation. Là, on est sur un combat sur un terrain qui est davantage un terrain sur le terrain des principes et qui est très éloigné de la réalité d'un enseignant qui est peut-être visé par la loi 21. Du reste, il ne faut pas oublier qu'un enseignant membre de la FAE qui se verrait appliquer la loi 21, ça existe, mais a priori, la vaste majorité des membres de la FAE sont visés par une disposition là, des droits acquis, une clause grand-père qui protège le droit de tous ceux qui étaient déjà en fonction au moment de l'adoption de la loi, de continuer à afficher des signes religieux. Fait que, bref, c'est plus une question de pertinence, d'opportunité, puis d'ampleur des coûts. Ils ont le droit de le faire, mais est-ce opportun? Je pense que c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est ça, on va prendre nos distances avec la loi 21. Je ne veux pas revenir sur le débat. Est-ce que la loi 21 est nécessaire, importante au Québec? Là, on l'a tenu à de nombreuses reprises, ce débat-là. C'est seulement le principe, comme vous disiez, Patrick Taillon, le principe de permettre à des gouvernements provinciaux de se soustraire de la Charte des droits. Oui. Et là, je lisais, vous l'avez certainement lu, bien sûr, Michel Séauger dans la presse, qui rappelait qu'en Ontario, le gouvernement Ford a voulu utiliser de façon préventive la disposition de dérogation pour imposer une convention collective et retirer le droit de grève aux enseignants. En disant, moi, je vais utiliser la clause dérogatoire, le droit de grève est protégé au Canada, je vais prendre la clause non-obstant, puis je vais dire que moi, j'enlève le droit de grève aux enseignants.
Michel Séauger dit c'est dangereux. En Saskatchewan, on a utilisé cette disposition-là pour empêcher les moins de 16 ans de changer de nom et de pronom sans l'autorisation de leurs parents. Et Pierre Poilievre veut justement là, utiliser, si jamais il devient premier ministre, la disposition de dérogation pour justement pouvoir permettre des peines plus sévères à certains criminels. Donc, c'est ce que Michel Séauger dit, c'est qu'il y a un danger de dérapage avec le principe de on se soustrait de la Charte des droits. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Ben oui, dans une société de plus en plus polarisée, des outils comme celui qui consiste pour un tribunal à invalider une loi votée par les élus du peuple, et en contrepartie, l'outil qui consiste à déroger à une décision des tribunaux, ce sont des outils qui ne sont pas, c'est pas banal de les utiliser. Et donc, c'est sûr que si on regarde un peu l'éthique de nos institutions, ce qui serait bien, c'est que les juges fassent preuve de le plus possible de retenue à l'endroit du politique et invalident les lois que lorsque c'est indispensable. Et à l'inverse, dans un monde idéal, les élus n'utiliseraient l'instrument de la dérogation que le moins souvent possible. Or, la réalité qui est la nôtre, c'est l'inverse. C'est que les juges interviennent de plus en plus activement et ils sont de plus en plus proactifs pour invalider des lois, ce qui provoque inévitablement un peu l'autre tendance, c'est-à-dire des élus qui de plus en plus veulent utiliser la dérogation pour répondre à ces jugements-là. Puis là, ces années-ci, ça se situe un peu sur un axe, à certains égards, gauche-droite, dans le sens où on a une magistrature qui a été, pour l'essentiel, nommée par des libéraux progressistes, par le gouvernement Trudeau, puis quand même le Parti libéral est au pouvoir au Canada depuis quand même la plupart du temps, depuis les années 1960. Et donc, c'est davantage, par exemple, Pierre Poilievre qui dit, ben nous, dans les années Harper, on a voulu faire des choses. La magistrature a rejeté certaines de nos idées. Si on est réélu, on va faire le nécessaire pour répondre à cette jurisprudence-là. Mais on pourrait imaginer un jour un combat en sens inverse. On a vu aux États-Unis, par exemple, des juges plus conservateurs invalider la jurisprudence américaine, en fait, faire un virage sur la question de l'avortement. Et dans ce cas-là, on peut imaginer le même besoin de répliquer à ces c'est ça, jugements-là. non, ça c'est très intéressant, Patrick Taillon. Mettons un gouvernement très conservateur qui prend le pouvoir au Canada et qui dit, nous autres, Très longtemps. on interdit l'avortement. Là, les provinces pourraient utiliser la clause dérogatoire pour la permettre sur leur territoire, pour permettre l'avortement sur leur territoire. C'est central. En tout cas, personnellement, la dérogation, pour moi, c'est ni bon ni mauvais. Ça dépend ce qu'on en fait. Et il faut garder la tête froide puis regarder quelle utilisation de la dérogation on fait, pour quelles raisons, pour quel projet. Puis il y a un contrôle démocratique de la dérogation parce que c'est temporaire, ce n'est que pour 5 ans. Donc moi, personnellement, si demain matin, la Cour suprême du Canada, après quelques décennies de gouvernement Poilievre, où on aurait nommé des juges très, très conservateurs et pro-vie à la Cour suprême, rendait une décision semblable à celle que les États-Unis ont connue il y a quelques mois, quelques années, mais je serais le premier à dire c'est une excellente idée de déroger. Peut-être même que Michel Séauger aussi dirait que c'est une bonne idée de déroger pour protéger la liberté de choix. Et donc, ces phénomènes-là, c'est des phénomènes assez nouveaux. La Charte des droits, ça fait juste quelques décennies qu'elle s'applique. Elle produit ses effets graduellement, des effets insoupçonnés à l'origine. La dérogation est un outil pour corriger, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans une approche un peu manichéenne qui consisterait à dire les juges ont toujours raison, les élus ont toujours tort. Il faut être capable de juger l'arbre à ses fruits. Et donc, peut-être qu'une dérogation pour protéger le modèle québécois de laïcité, pour protéger sa langue, peut-être que c'est une dérogation plus appropriée pour une petite nation minoritaire à l'intérieur du Canada qu'une dérogation utilisée pour imposer des peines obligatoires, démesurées sous le programme conservateur. Mais ça, c'est des choix de valeur. C'est des choix c'est ça, mais Patrick Taillon, là, justement, la clause dérogatoire n'a pas été pensée à l'origine pour, par exemple, permettre à un gouvernement d'enlever le droit de grève à certains travailleurs. C'est
pas été pensé pour ça. Ça a été pensé pour des choses beaucoup plus importantes. Par exemple, je sais pas, protéger ta langue, par exemple, ou arriver avec un programme sur de la laïcité, tout ça. Pas commencer à dire, enlever le droit de grève ou à dire pour donner des peines plus sévères, tout ça. Parce que là, à un moment donné, si c'est un buffet free for all, ce qui va arriver à un moment donné au Canada, c'est qu'il va y avoir une pression pour arrêter avec la clause dérogatoire, puis la retirer. Puis d'ailleurs, quand on lit les journaux anglophones, comme vous le faites certainement, on voit de plus en plus des gens qui disent, on devrait arrêter avec ça, cette clause-là, là, parce qu'elle est utilisée à toutes les sauces. Mais c'est là où encore la démarche de la FAE, elle consiste à dire, nous, on n'aime pas la clause dérogatoire, ils ont le droit, c'est parfait. Et donc, on va demander aux tribunaux, on va demander à la Cour suprême de changer la Constitution à la place de ceux qui devraient changer la Constitution. Et c'est là tout l'enjeu du débat qui est devant nous. Si le Canada n'en veut plus de la disposition dérogatoire, il a le droit, je sais que c'est tabou, mais on a le droit encore au Canada de modifier la Constitution. Mais demander aux juges de changer la nature du compromis adopté en 1982 et donc de modifier la Constitution canadienne sans l'implication des élus, ça me semble un peu démesuré. Et Dieu merci, la Cour d'appel du Québec a retenu cet argument-là, qui consiste à dire tout ça, ça a été débattu en 82, ça a été redébattu quand la Cour suprême a été saisie de ces questions-là. Il n'y a pas d'argument nouveau, c'est le choix que le Canada a fait. Moi, personnellement, je pense que cet équilibre où on fait à la fois confiance aux juges, mais aussi aux élus pour trouver un équilibre et on donne à chacun la capacité de répondre l'un à l'autre, moi, c'est un compromis qui me convient. Mais si un jour le Canada voulait s'éloigner de ce compromis-là, la voie à suivre, c'est la négociation constitutionnelle. C'est pas au juge de réécrire l'article 33 et de redéfinir ce qui a été négocié difficilement et sans l'accord du Québec en 1982. Et c'est un clash, finalement, de premièrement, le judiciaire et le politique. Et là, la question, on dit, qu'est-ce qui prime, par exemple, dans une province? Qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est une assemblée nationale, comme au Québec, qui a été élue démocratiquement pour prendre des décisions? Ou c'est le judiciaire, ce sont les juges qui n'ont pas été élus par le peuple qui vont décider ce qui est acceptable ou pas pour une province. C'est ça, là, c'est qui mène finalement? C'est-tu les juges ou c'est le gouvernement qu'on a élu? C'est au cœur du débat qu'on va avoir en Cour suprême. Et au fond, la FAE a décidé de s'inscrire dans ce débat-là plutôt que dans celui sur la laïcité. Et moi, là-dessus, je dis attention de ne pas essentialiser ces pouvoirs-là et de ne pas tomber dans une logique manichéenne qui consisterait à dire, selon les points de vue, que les élus ont toujours raison ou les élus ont toujours tort. Il faut éviter ce raisonnement-là simpliste. Chacun a un rôle à jouer, puis c'est ça, dans le compromis entourant la dérogation, c'est l'idée que les juges aussi peuvent se tromper et qu'il faut par moment avoir une capacité pour les élus d'établir une capacité d'établir eux-mêmes l'équilibre des droits. Et on le voit quand, par exemple, en quelques décennies, sur l'aide médicale à mourir, la Cour suprême du Canada dit une chose et son contraire fondé sur la même charte. Donc, le droit à la vie, dans l'arrêt Rodriguez, ça interdit l'aide médicale à mourir et l'aide au suicide. Et à peine 15 ans plus tard, dans l'arrêt Carter, on arrive à la solution inverse. Ça doit être la preuve que, par moment, la Cour doit se tromper au moins une fois sur deux dans ce cas-là. Moi, je ne sais pas quelle fois elle se trompe, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut éviter de tomber dans la logique qui consisterait à sacraliser continuellement les décisions judiciaires. Au contraire, ce sont des décisions qui arbitrent des conflits de valeurs et des droits qui sont formulés dans des termes très généraux. Il faut au contraire apprendre à débattre démocratiquement du contenu de ces décisions-là, puis d'être capable, évidemment, de respecter l'autorité des tribunaux. Ils ont un rôle à jouer. Mais comme citoyen, on peut quand même aussi participer à cette discussion-là sur les droits, qui est une discussion où les droits étant très, très vagues et en relation les uns par rapport aux autres, et en plus, ils s'adaptent en fonction des contextes, mais il y a matière à interprétation, puis il y a matière à discussion. Non, c'est très intéressant comme débat. Et rapidement, là, selon vous, la FAE, est-ce qu'elle avance masquée? C'est-à-dire, elle dit non, c'est pas la laïcité qu'on combat, là. C'est la clause dérogatoire qui pourrait être utilisée, par exemple, contre des centrales syndicales à un moment donné. Quel est leur vrai but, là?
Non, mais ça, je pense que c'est un élément de discours pour recentrer leur message par rapport à leur démarche en Cour suprême. Mais clairement, quand on lit leurs documents, ils attaquent aussi. Ils sont contre la loi 21. C'est juste qu'ils ont décidé de centrer là, leur plus récente prise de position publique sur cet aspect-là. Qui est d'ailleurs assez hypothétique. Hein? Donc, évidemment, il y a toujours un risque qu'on abuse du pouvoir, mais le travail des tribunaux, c'est de gérer des cas concrets. Et là-dessus, je pense qu'un argumentaire trop hypothétique va desservir leur cause, tôt ou tard. Très intéressant. Là. C'est intéressant ce qui est en train de se jouer. Là. Et, merci beaucoup pour votre éclairage. Patrick Taillon, professeur co-directeur du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel de la Faculté de droit de l'Université Laval. Merci, bonne journée. Merci à vous.